Alors, bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur le thème du mouvement aujourd'hui. Comment utiliser l'exercice et le mouvement en notre faveur pour les maladies auto-immunes. Nous vous présentons ce webinaire dans le cadre de Bien-être auto-immune, qui est un peu mon projet passion. C'est un site internet, une sorte de hub de ressources autour des maladies auto-immunes. Et je vais vous en parler un petit peu plus juste après. Donc, pour me présenter, je m'appelle Laurent Chemanda. Je suis nutrithérapeute et coach EIP. Je suis basée aux États-Unis. Ça fait 7 ans que je vis aux États-Unis. Je me suis formée ici. Je me suis spécialisée donc d'abord en nutrithérapie. J'ai fait un petit peu de naturopathie aussi en France. Euh, je me suis ensuite spécialisée dans tout ce qui était maladie auto-immune et santé intestinale avec l'utilisation donc d'outils fonctionnels pour faire des tests de microbiote, des tests de sensibilité alimentaire. J'utilise pas mal d'outils, hein, donc l'alimentation, donc d'où les IP. Il y a une grosse composante alimentation du protocole auto-immune, pardon, je dis ça EIP, mais c'est le protocole auto-immune en français. Des changements d'habitude de vie, l'utilisation aussi de compléments alimentaires et ce genre de choses. Je vois des personnes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Voilà, c'est la beauté de pouvoir travailler en ligne et c'est la beauté de pouvoir aider des personnes un petit peu partout. Pour mon histoire de maladie auto-immune, j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2014. Je me suis réveillée un matin avec des douleurs abominables dans le bas du dos. J'avais l'impression que c'était du jour au lendemain. Maintenant que j'ai toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de signaux auparavant depuis mon enfance, à savoir des grosses crises intestinales de spasmes et de diarrhée, à savoir que j'avais beaucoup de reflux gastrique quand j'étais petite. J'étais asthmatique aussi petite. Et j'avais des douleurs un petit peu sporadiques. Pendant quelques mois, je pouvais plus marcher sur mon talon parce que j'avais une épine dans le talon pour aucune raison. Des douleurs inflammatoires un peu partout. Mais à chaque fois, vu que c'était des choses complètement décorrélées, j'avais pas forcément mis les pièces de puzzle, enfin, j'avais pas forcément fait le lien. Et donc, je me réveille un matin avec ces douleurs et de là, s'en est suivi 6 mois d'errance médicale, ce qui est relativement court, hein, parce que la durée moyenne d'errance médicale pour les maladies auto-immunes, c'est 4 à 5 ans, il me semble. Donc, c'est relativement court. J'ai eu de la chance. Ouais, c'est ça, hein. J'ai eu de la chance parce que ma mère a été diagnostiquée d'une spondylarthrite au même moment. Donc, c'est ça qui m'a permis voilà, d'accélérer un peu les choses. Mais c'est vrai que bon, je suis passée par toute la panoplie de cortisone, d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs, et j'étais très dépendante des antidouleurs. J'ai été mise sous biothérapie, qui a fonctionné, on va dire, j'ai récupéré peut-être 15% de ma mobilité, enfin, entre 10 et 20% de ma mobilité au fur et à mesure des mois, mais c'était vraiment pas donné non plus, donc je dépendais encore des Doliprane, et donc ça, c'est vraiment les 2 années de vraie souffrance que j'ai vécues où j'étais juste au lit, j'ai dû quitter mon travail, j'étais au lit toute la journée et je souffrais énormément, je pouvais pas marcher et donc dépendante de médicaments. Ensuite, je suis tombée dans la médecine fonctionnelle en déménageant aux États-Unis. Et c'est là que j'ai découvert tout le monde de la nutrition et de la vraie santé, la vraie, qui est en lien avec notre mode de vie et notre environnement, la manière dont on s'alimente, la manière dont on pense et dont on se parle, notre petite voix intérieure et vraiment le 360 de la santé. Et donc, j'ai commencé un très long protocole de 18 mois, où au bout de 18 mois, j'ai tout changé. J'ai changé ma vie, mon alimentation, mon mode de vie, tout. Et au bout de 18 mois, j'ai pu arrêter mon traitement d'anti-TNF, j'ai pu arrêter tous mes antidouleurs et j'avais aucun symptôme, aucune douleur, rien du tout. J'ai pu même tomber enceinte, parce que sous anti-TNF, en tout cas le Symphony que je prenais, je n'avais pas le droit de tomber enceinte. Donc, je me suis empressée de tomber enceinte le mois d'après avoir arrêté mes piqûres. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis en rémission avec aucune rechute. Donc, oui, c'est vrai que j'entretiens ma santé, mais je suis en meilleure santé que je ne l'ai jamais été. Je suis jamais malade. Bon, ça m'arrive d'attraper un rhume, mais en tout cas,
j'ai très très peu de problèmes de santé aujourd'hui grâce à cette découverte de médecine fonctionnelle. Voilà. Je laisse Ludie se présenter. Bonjour, alors moi c'est Ludie de Menten. Je suis coach santé avec un... En fait, j'ai un background en biologie, donc je suis biologiste avec un doctorat en biologie que j'ai fait plus sur euh, les, les comportements animaux. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que je m'en suis rendu compte plus tard quand j'ai commencé à faire mes, euh, mes certifications de coach santé, c'est que ma thèse à l'époque, ben, c'était sur le comportement des animaux en fonction de la qualité et de euh, euh, la qualité et la quantité de nourriture qu'ils peuvent trouver autour dans la nature. Donc finalement, j'ai fait un lien bien après. Euh, en fait, au départ, j'ai travaillé donc après ma thèse, j'ai travaillé 10 ans comme programme manager dans une société pharmaceutique, dans un job super stressant. Et j'ai à un moment décidé de aussi prendre soin de moi, et j'ai changé de carrière pour devenir coach santé. Ensuite, j'ai découvert l'AIP et j'ai suivi une formation de AIP coach, coach pour le protocole auto-immune. Et ensuite, je me suis spécialisée dans la génomique médecine et la nutrigénomique. Donc, ça, c'est vraiment spécifique à regarder quels sont les gènes, les variations génétiques spécifiques de chaque personne et quelles sont en fait les prédispositions génétiques qui mènent à des maladies. Et grâce à ces prédispositions génétiques, on peut suivre une sorte de protocole qui va aider nos gènes à travailler dans le bon sens, c'est-à-dire une manière d'éteindre les gènes qui créent de l'inflammation et plutôt booster et mettre en avant les gènes qui vont guérir et diminuer l'inflammation. Donc ça, enfin, c'est mon côté un peu nerd sur les Mhm. gènes et je trouve ça génial quand on commence à aller voir là-dedans et de se dire que quoi qu'on fasse, ça va changer vos gènes et ça va changer la façon dont les gènes vont s'exprimer, vont créer des protéines, des hormones, euh, euh, et vont créer une sorte de terrain génétique qui va faire qu'une personne va être plus à même à, disons, à avoir des maladies auto-immunes ou des maladies inflammatoires. Donc, on commence à aller voir dans nos gènes, on se rend compte, eh ben oui, en fait, je comprends mieux. Moi, quand j'ai vu enfin, ma carte génétique, je me suis dit, ah ben, je comprends mieux pourquoi j'ai une maladie auto-immune. Mhm. Parce que mes gènes créent de l'inflammation et ne diminuent pas assez l'inflammation. Donc, j'ai une double inflammation, ce qui fait Mhm. que ben, je suis obligée de vraiment faire très attention à long terme à mon niveau d'inflammation. Et Mhm. ça m'a vraiment beaucoup aidé pour mon parcours de santé et me rendre compte, bah oui, je ne suis pas comme les autres et comme certaines personnes qui peuvent manger n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Je sais que je dois vraiment faire attention à mon niveau d'inflammation pour qu'il reste le plus bas possible parce que mes gènes créent de l'inflammation déjà au départ, quoi. Il y a des gènes aussi qui nous prédisposent à certaines carences nutritionnelles. Ouais, c'est ça. Et ces carences nutritionnelles, c'est elles, in fine, qui sont responsables de la maladie. Donc, Tout à fait. il Donc, y a ça et ouais. c'est. Ouais, donc il y a ceux qui sont liés à l'inflammation, ceux qui sont liés au métabolisme de tous les nutriments, Mhm. euh, ceux qui sont la vitamine E, la vitamine A, la vitamine D, donc toutes Mhm. ces vitamines, pour être métabolisées et utilisées par le corps, vont avoir besoin de certains
certaines protéines et certains métabolismes liés aux gènes. Et Mhm. donc, si votre métabolisme euh, ne fonctionne pas bien parce que vos gènes sont mutés, ont des variations, eh bien, le système ne fonctionnera pas bien. Et donc, voilà, au lieu d'obtenir, je ne sais pas moi, 60% de la vitamine par rapport à ce que vous mangez, eh bien, cette vitamine, vous en avez que 40% ou 30%. Donc, ce qui fait que l'apport en vitamine va être très important. La même chose pour la détoxification. Votre système de détoxification se fait en plusieurs phases et chaque phase va être liée à des, des expressions de gènes. Et si les cycles d'expression de gènes ne se font pas complètement, eh bien, ça va créer un, un amas de toxines qui ne sont pas bien métabolisées. Et donc, tout ça, ça peut créer de l'inflammation. Mhm. Mhm. Savoir C'est un peu super où se intéressant. situent ces problèmes, entre guillemets, permet de mieux cibler la solution. Il faudrait qu'on Donc, fasse un webinaire dédié à ça, hein, Ludie, sur la ouais, un nutrigénomique, webinaire sur la nutrigénique, ce serait chouette. l'épigénétique et, ouais, et tout ça. Quand tu veux. Ouais. Donc voilà, moi c'est vraiment ma spécialité, c'est de là que j'adore aller chercher, si on veut. Et donc, c'est spécifiquement sur les maladies auto-immunes, la nutrigénomique et l'AIP. Donc, je suis assez spécialisée dans ces choses-là. Le seul problème, c'est que depuis que j'ai déménagé en Espagne, j'ai déménagé en Espagne il y a 1 an, et j'ai passé 7 ans aux États-Unis, là où, comme toi, Laurent, j'ai appris ce que c'était la médecine génomique et je me suis formée comme coach santé et comme coach AIP. Mais mon fournisseur de tests génomiques est seulement basé aux États-Unis et Ah en oui. Afrique du Sud. Donc, soit je dois en trouver un autre ou attendre qu'ils ouvrent enfin leur laboratoire en Europe, ce qui serait bien. C'est la Parce que difficulté, c'est qu'on n'a pas accès à tous ces tests-là auxquels on a partout. accès aux États-Unis. On y a malheureusement moins accès en Europe. Voilà, et en tout cas pas de cette société-là qui est assez top. Ouais. Euh, mais bon, voilà. Pour l'instant, donc ça c'est un petit peu en pause, mais on ne sait jamais, on verra, ça reprendra. Mm. Par rapport à mon parcours avec les maladies auto-immunes, donc moi j'ai été diagnostiquée avec le vitiligo vers mes 15 ans. Donc le vitiligo, l'avantage, entre guillemets, c'est que ça se voit. Donc quand on commence à avoir, et pour ceux qui ne savent pas, le vitiligo, c'est une maladie auto-immune qui attaque les cellules de mélanine qui permettent à la peau d'avoir la couleur que vous avez. Donc si à partir du moment où les auto-anticorps attaquent les cellules de mélanine, vous avez des taches blanches. Euh, donc le vitiligo est visible assez rapidement. Et moi, j'ai commencé à avoir des taches de vitiligo vers mes 15 ans, en 1992. Et finalement, on m'a jamais dit que c'était une maladie auto-immune. On m'a juste dit, il n'y a rien à faire. Merci, au revoir. Et Wow. puis, je me suis un peu battue pendant plus de 10 ans avec des symptômes intestinaux, des symptômes de douleur, de, de brouillard cérébral, enfin, tout ce genre de symptômes qui fait que je suis allée chez 25 médecins différents qui m'ont tous dit c'est dans votre tête, venez On me connaît voir bien dans ça. 10 ans, ouais, venez me revoir dans 10 ans pour un check-up, peut-être pas. Ouais. Euh, et finalement, j'ai eu la chance de tomber sur un dermatologue qui en connaissait un peu plus que les autres et qui m'a dit, ah, en général, le vitiligo, c'est une maladie auto-immune et c'est lié avec d'autres maladies auto-immunes. Donc, le mieux, c'est de faire un test de plusieurs types de maladies auto-immunes, d'auto-anticorps, de plusieurs, et voir si vous en avez une autre.
Et donc, c'est grâce à lui que j'ai été diagnostiquée avec la thyroïdite de Hashimoto, qui est une maladie auto-immune qui attaque les systèmes de la thyroïde. Donc ça, bah, voilà, j'avais 25 ans, donc 10 ans après. Euh, Mhm. euh, et en plus de ça, j'ai toujours eu des migraines aussi depuis mes 15 ans. Donc ça, c'est un des gros symptômes en plus. Et là, je me rends compte au fur et à mesure bah, aussi de lire et de me, de m'éduquer sur le sujet, c'est que je suis persuadée que j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile depuis que je suis toute petite, mais on ne me l'a jamais diagnostiqué. Donc voilà. C'est quoi ce syndrome? Je connais pas. Alors, c'est un syndrome qui touche les tissus connectifs, donc tout ce qui est l'articulation. Et tout ce qui est lié au collagène, à la souplesse. Et donc, le syndrome hypermobile, c'est par exemple les personnes qui sont hypermobiles, comme ça le dit, mais disons qu'on n'est pas juste hypermobile. J'ai réalisé en commençant à lire sur le syndrome les différents syndromes, enfin les différents symptômes. C'est par exemple, on va avoir une difficulté à utiliser ses jambes et ses poumons en même temps. Alors, c'est un peu bizarre, mais par Ah bon? exemple, courir et respirer, ben, c'est assez difficile. Ou monter les escaliers, respirer. D'accord. Tout ce qui est vraiment utiliser la mobilité des jambes et le fait de respirer, c'est comme si il y avait une sorte de blocage entre les deux qui ne permet pas de faire les deux en même temps. Ça, c'est un des gros symptômes qui m'a dit, bah oui, ça doit être ça. Moi, j'ai jamais su courir. Même de courir, après 2 mètres, je suis comme ça. D'accord. Donc ça À pourrait l'école, expliquer. c'était vraiment l'enfer dès qu'il fallait courir autour des terrains de football, là, bêtement. Mhm. Et j'ai jamais su faire ça. D'accord. Euh, mais Et bon, donc, donc, et puis, ben, ça engendre des douleurs également, mais aussi ça peut avoir un impact sur les différents organes en général, puisque tout est lié au tissu connectif dans le corps. Donc, on peut finalement avoir des symptômes qui sont liés à tous les organes et à tout le corps en entier. mhm. Mais je me rends compte que tout ce que j'ai mis en place dans mon parcours de santé m'aide à avoir des symptômes assez légers par rapport à tout ce que je peux lire et des témoignages que je peux lire d'autres personnes qui ont le même syndrome. Donc, moi, j'ai commencé beaucoup plus doucement que toi. J'ai d'abord été sans produits laitiers à 25 ans. Et puis, je pense, 10 ans après, j'ai découvert la médecine fonctionnelle et puis je suis passée sans gluten en plus de sans produits laitiers. Et alors, il y a 6 ans, j'ai découvert l'AIP et là, je suis passée à IP à Mhm. ce moment-là. Donc, j'ai vraiment fait par étapes beaucoup plus longues. Mhm. Et d'où la corrélation avec ta rémission depuis 6 ans? Ouais, ça c'est l'AIP a fait. Bon, c'était pas une différence flagrante comme la tienne, Ouais, puisque moi j'ai fait des choses beaucoup plus graduellement. ouais, ouais. Et puis que Hashimoto, c'est aussi des symptômes beaucoup plus subtils et pas des gros symptômes où on ne peut plus marcher ou des choses comme ça. Donc, après, quand je repense à tous mes symptômes, je dis, ah ben oui, c'est vrai, je n'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça. Ah ouais, ça fait une grosse différence, mais on ne le sent pas au jour le jour nécessairement. On s'en rend compte après un temps. On se dit, ah, ben, je me sens vraiment mieux et je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie que depuis que je suis sous AIP, quoi. Ça, c'est sûr. Mhm. Incroyable. Bon, bah, merci d'avoir partagé ton histoire. Alors, un petit topo sur ce que c'est bien-être auto-immune. Donc, je vous disais, c'est un site internet de ressources, un hub de ressources avec des articles qu'on publie toutes les semaines, des webinaires qu'on tient tous les mois.
il y a un annuaire de coach sur notre site et je vous ai mis un petit peu la page d'accueil ici. Vous pouvez trouver trouver un coach avec l'annuaire de coach. Donc, c'est que des coachs IP qui sont en premier lieu. Ensuite, on a recensé, grâce à Ludie d'ailleurs, qui a énormément participé aux ressources de ce site, on a recensé des médecins qui ne sont pas du tout formés dans les IP, mais qu'on connaît avoir une spécialité autour de cette approche un peu plus holistique et naturelle des maladies auto-immunes et avoir plus une compréhension du fonctionnement immunitaire plutôt que de se focaliser sur les symptômes de la maladie auto-immune, essayer de chercher la cause du problème et avoir vraiment cette approche environnementale, nutritionnelle et tout ça. Donc, on vous a recensé tout ça pour vous permettre de trouver la personne qui vous convient. Euh, et ensuite, tout un tas de ressources pour que vous appreniez. Et le but, c'est vraiment d'éduquer. Moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis tombée dans j'allais dire une piscine, mais dans une énorme piscine olympique de, de ressources et d'informations autour de cette approche qu'on peut dire naturelle, mais en réalité, ça fait partie de l'ombrelle de la médecine fonctionnelle qui est simplement de trouver la cause du problème. Et donc, c'était tellement facile d'accès, toutes ces informations. Il y avait énormément de webinaires, de conférences en ligne, d'articles et de documentaires autour de ça. Et j'ai trouvé ça injuste qu'on n'ait pas accès à cette information-là. Alors, on sait qu'il y a un lag souvent entre les États-Unis et la France, mais on aimerait, le principe derrière bien-être auto-immune, c'est d'essayer de raccourcir un peu ce temps de différence entre la recherche scientifique, qui se trouve majoritairement aux États-Unis, et l'information qui est traduite et utilisable pour la population francophone. Donc voilà, c'était un petit peu le but derrière tout ça. Avant de se lancer dans la thématique du jour, le mouvement, je veux juste reprendre un petit peu parce que vous n'avez pas forcément tous suivi tous les webinaires. Et je trouve que c'est important quand on se lance dans ce process d'essayer de comprendre d'où peut venir la maladie, d'essayer de comprendre comment je peux essayer de retrouver la santé, c'est de comprendre déjà les maladies auto-immunes. Donc, ce sont des maladies qui sont environnementales. On entend tellement parler de la génétique pour les maladies auto-immunes, mais la génétique n'est que sujet à 30%. Elle n'est que responsable à hauteur de 30%. Et encore, les gènes, comme Ludie disait, il y a toute cette composante d'épigénétique dans le sens où les gènes, on peut les allumer et les éteindre en fonction de notre environnement. On peut avoir une batterie de gènes qui sont nocifs, mais ils peuvent très bien ne jamais être déclenchés et ne jamais être mis en route. Et ça, c'est uniquement en lien avec notre environnement, les toxines, mais des toxines pas uniquement physiques, hein, nos pensées, nos traumas de vie, les toxines qu'on respire, qu'on met sur notre peau, qu'on ingère, notre santé intestinale et tout ça. Donc c'est vraiment, pour moi, ce sont des maladies qui sont environnementales principalement et c'est là où on a de l'espoir et où on a une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que on peut y changer quelque chose, on peut y remédier et on peut avoir toutes les clés en main pour retrouver notre santé au mieux. À partir du moment où il y a des lésions, il y a des lésions et là, on ne peut pas revenir en arrière, bien sûr. Mais on peut essayer de freiner la maladie et de trouver chez certaines personnes des rémissions. Grâce à ça, c'est un long chemin, ça demande beaucoup de changements de vie, mais c'est tout à fait possible. Et si ça vous permet d'avoir encore 40 ans de vie devant vous, de bonheur, sans symptômes, sans douleur, sans contraintes de santé et que des contraintes nutritionnelles, je vous le souhaite. Voilà. Un petit schéma que Ludie nous a rajouté, que j'aime beaucoup, qui explique bien quand même les trois piliers qui sont à cheval en termes de cause de maladies auto-immunes et donc de maladies chroniques, c'est la prédisposition génétique, on a dit, qui est à hauteur de 30%. Ensuite, c'est notre environnement dans le sens où il y a toutes les toxines, les produits chimiques, les métaux lourds, des infections, le stress chronique, tout ce genre de choses. Donc là-dedans, on rentre la santé intestinale, hein, qui est majeure en termes de toxines et d'infections. Et aussi, on a une prédisposition qui est l'intestin poreux, donc une hyperperméabilité intestinale qui est trouvée chez toutes les personnes qui ont une maladie auto-immune active. Et cette hyperperméabilité est aussi un des déclencheurs du dérèglement immunitaire. En plus de toutes les toxines et tout qu'on a,
elles vont permettre, cette hyperperméabilité va permettre à toutes ces choses qu'on ne veut pas de passer la lumière intestinale et de venir dans le sang, et là de créer tout un tas de court-circuits et tout un tas de problèmes et de surcharge de toxines et ce genre de choses. Voilà, un petit topo. Pardon, pour ce qui est du protocole auto-immune, donc on parle souvent du protocole auto-immune dans notre webinaire. Bien-être auto-immune n'est pas uniquement basé autour du protocole auto-immune, mais c'est vrai que c'est une grosse composante. Le protocole est à la base un protocole de changement de vie, donc de mode de vie et d'alimentation. Il comporte 5 piliers. Donc, on a les piliers ici. L'alimentation, on a fait un webinaire il y a quelques mois là-dessus. La gestion proactive du stress, le sommeil, on a aussi fait un webinaire dessus. Vous pouvez le retrouver dans nos replays sur notre site internet. Le mouvement qu'on aborde aujourd'hui et la connexion. Et avec ces 5 piliers, quand on arrive à aborder un petit peu toutes les thématiques et à mettre en place les sortes de fiches pratiques qu'on va vous donner, on peut arriver à construire son propre protocole pour récupérer la santé, parce que tout est très individualisé, hein. Malheureusement et heureusement, euh, aucune personne a le même parcours de maladie auto-immune. Donc, c'est un petit peu notre but, c'est vous apporter toute cette éducation et toute cette information autour de tout ça. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler du mouvement et je laisse Ludie nous présenter. Oui, merci. Alors, je voulais juste préciser que je ne suis pas comment on appelle Coach ça sportif? encore? Un coach sportif. Et justement, je pense que c'est pour ça que je voulais vous présenter le séminaire sur le mouvement. Mm. Parce que je trouve souvent, et je suis souvent frustrée du fait que euh, la majorité des coachs sportifs vont se montrer très forts euh, dans ah, il faut vraiment faire beaucoup d'exercices, il faut Voilà. le faire comme ça, et puis on les voit, et puis on les regarde. Moi personnellement, moi, les exercices, c'est pas trop mon truc, et je dois faire beaucoup d'efforts pour justement intégrer ça dans mon mode de vie. Et je voulais aussi vous montrer ma perspective et du fait que, ben non, moi, les gens qui sont tellement excités comme ça, ça me donne juste envie de ne rien faire. Parce que je ne me sens pas capable de faire ce qu'ils me montrent. Euh, mais je voulais vous donner ma perspective et voilà. Donc, ça, le- c'est c'est dit. Alors, c'est quoi le mouvement et pourquoi c'est important? C'est que, bon, la majorité des gens vont dire, oh oui, moi je vais à la gym parce que bah, je veux brûler des calories, je veux développer mes muscles, avoir un corps tonique, me sentir bien. Euh, c'est souvent l'objectif de la majorité des gens qui vont faire des exercices. Par contre, pour... donc, si tu peux aller sur le Pardon? suivant. Pour les personnes avec des maladies auto-immunes, ça va être plus spécifique. Pourquoi le mouvement est important? C'est pas juste pour développer vos muscles, c'est pas juste pour brûler vos calories. Euh, Ce qui est important dans le mouvement, c'est que ça fait partie des piliers de la santé pour le fait de faire bouger son corps, va réguler vos hormones, va réduire l'inflammation et va permettre de contrôler le système immunitaire, va mettre en route ces gènes importants qui vont permettre de réguler tout ça. Le fait de bouger va avoir un impact positif sur votre santé. Et on verra après qu'est-ce que c'est vraiment bouger. Euh, mais il faut aussi savoir que certaines personnes vont dire, ouais, moi, je ne sais pas bouger. Et en effet, l'intolérance à l'effort liée aux maladies auto-immunes est une réalité. Ce n'est pas juste dans votre tête, ce n'est pas juste que vous n'avez pas la volonté. Il y a certaines personnes, en fonction des maladies, du degré de maladie, juste pas nécessairement les symptômes qui font que vous ne savez plus bouger, par exemple comme Laurane à l'époque, bah, tu ne savais même plus marcher tellement tu avais des douleurs. Mais en plus de ça, il y a l'intolérance à l'effort. Elle est généralement liée à un déficit en métabolite qui est dû à ce taux d'inflammation qui est trop élevé. Et
le fait de gérer sa maladie auto-immune via les principes de l'AIP, c'est-à-dire avec une alimentation riche en nutriments, ainsi que suivant les autres piliers dont Laurent a parlé, ça va diminuer l'inflammation générale du corps et permettre de diminuer cette intolérance à l'effort. Et vous allez pouvoir euh, reprendre une activité physique plus régulière au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas une... euh, allez, ce n'est pas quelque chose qui va rester à jamais avec vous. Si vous travaillez sur votre parcours de santé, c'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Alors, si on réfléchit à quelle fréquence, à quelle fréquence devrions-nous faire des exercices? Ben ça va être vraiment personnel. Il faut seulement savoir que quand on est sédentaire, on va avoir une inflammation qui va rester élevée. Parce que le fait d'être sédentaire crée une sorte d'inflammation puisque vous ne faites pas bouger tous ces métabolites, vous ne faites pas bouger le corps. Euh, donc, cette inflammation va être présente. Vous allez trouver à un moment donné votre fréquence optimale qui va permettre d'avoir un bon niveau d'activité physique qui ne crée pas d'inflammation, mais qui va la diminuer. Et ça, c'est vraiment l'endroit qu'il faut trouver. Par contre, pour les personnes qui adorent et qui sont un peu, enfin, qui veulent s'entraîner régulièrement ou même ceux qui pensent que c'est important de s'entraîner régulièrement, cela peut créer une poussée d'inflammation si vous surentraînez votre corps. Vous créez une sorte de stress interne, un stress physique qui va créer de l'inflammation. Donc, arriver à trouver ce niveau optimal est le plus important et pour ça, il faut commencer à se connaître. Mais aussi, ce niveau optimal peut fluctuer en fonction de votre parcours de santé également. Ça peut fluctuer au cours du temps, ça peut fluctuer à différents niveaux aussi. Donc, pour trouver quelle est la meilleure fréquence pour vous, bah, vous devez prendre en compte votre niveau d'activité actuel. Ne commencez pas, si vous ne faites pas d'exercice du tout, à faire l'exercice 5 fois par semaine. Là, vous allez créer de l'inflammation dans le corps. Il faut aller vraiment doucement et être prêt à se dire, bon, voilà, je vais commencer 5 minutes par jour, et puis la semaine prochaine, 10 minutes par jour, et puis certains jours plus que d'autres. Et alors, vous allez réussir à trouver votre rythme. Euh, Ça va aussi être lié à votre énergie globale. Ben, en tout début d'un parcours de santé, vous n'avez pas énormément d'énergie, vous êtes vite fatigué, donc vous devez en prendre compte. Évidemment, votre degré de mobilité, certaines pathologies vont réduire le niveau de mobilité ou être une source de souffrance. Donc, il ne faut pas juste faire mal pour se faire mal, pour faire de l'exercice. Si vous avez mal, ce n'est pas un bon exercice pour vous. Ça, c'est vraiment important. Euh, Si pour vous motiver à faire des exercices, faites des exercices que vous aimez. Euh, et on va passer plus en détail sur tous les exercices que j'ai. Mais le fait de faire des exercices que vous aimez va être très important. Mais aussi l'organisation générale de votre quotidien. Si le fait de rajouter de l'exercice vous procure un stress énorme parce que vous avez vos 3 enfants à les conduire par là, et puis votre travail, et puis la famille, et puis les courses, et le fait de rajouter le mouvement en plus vous rend complètement stressé, ben, il faut réfléchir, se poser, et se dire, bon, quel est mon planning, comment je pourrais faire le mieux, quel type d'exercice je vais pouvoir faire pour l'intégrer dans mon planning de tous les jours et que ça soit un plaisir et pas une souffrance quotidienne, quoi. Dans tous les sens du terme, physique et d'organisation, quoi. Et ici, je vous ai donné quelques exemples d'exercices. Bon,
il peut y en avoir 20 000, mais ça, ce sont des exercices assez souples pour commencer, qui sont vraiment adaptés aux personnes avec des maladies auto-immunes, avec des personnes qui ont une intolérance à l'effort. Et tout ça est considéré comme bouger et du mouvement. Bon, évidemment, le mieux, c'est marcher. Là, quoi que vous fassiez, si vous marchez, vous êtes bon. On conseille entre 8 et 10 000 pas par jour. Après, genre, vous marchez de votre chambre à votre cuisine, et quand vous cuisinez debout et vous allez vers le salon, ben, tout ça, c'est des pas que vous faites. Vous bougez. Vous prenez des escaliers pour aller à votre chambre, ben, vous bougez. Donc, il ne faut pas penser que, oh ben non, je ne fais jamais rien. Non, vous bougez déjà au départ sans vous rendre compte, mais il faut juste parfois juste dire, ah bah tiens, bah, je vais monter peut-être 2 fois de plus mon escalier, ou bah, je vais faire 3 fois le tour de la table, ou je vais aller faire un tour dehors. Ce genre de choses bah, va vous rajouter du temps de mouvement. Mm. Bah, évidemment, il y a la natation, la gymnastique aquatique, tout ça. Même le jardinage, bah, c'est bouger et faire des exercices. Jouer avec vos enfants, aller promener le chien, même être debout quand vous cuisinez, avoir du plaisir à juste vous cuisiner, vous écoutez la musique et vous dansez comme ça, ben, ça vous fait bouger tous vos muscles. Mhm. Tout ça est important et tout ça est adapté. Euh, bon, il y a le hula hoop, j'ai toujours trouvé ça très drôle de faire du hula hoop. Après, on se rend compte qu'on est rouillé quand on ne sait plus trop en faire, mais c'est fun. Euh, et voilà, après, comme j'ai dit, c'est faire quelque chose que vous aimez et qui vous procure du plaisir. C'est ça le plus important. Alors j'avoue que moi, quand j'étais clouée au lit, je pouvais pas du tout utiliser mes jambes, je faisais des pas de 3 centimètres. Mais je me faisais des étirements des bras. Ah Et ouais. donc, je me bougeais toutes mes articulations que je pouvais bouger, donc du haut du corps, quoi, avec les poignets, la nuque, je m'étirais le dos, voilà. Et puis, quand j'ai pu reprendre un petit peu plus de liberté et que je pouvais marcher un peu plus ou un peu plus longtemps sans trop de douleur, j'ai commencé à pédaler. Et là, je pouvais faire du vélo. J'arrivais, donc pas Mhm. très longtemps, hein, je faisais un quart d'heure peut-être, mais j'y Ah, c'est arrivais parfait. sans trop de douleur parce que je pense que c'était l'impact pour moi. Enfin, après, ça dépend de chaque Ouais. personne, mais donc de trouver, peu importe, même si on peut que bouger les doigts, il faut commencer quelque part Ouais. dans le parcours et puis Oui, ça peut que s'améliorer, quoi. mhm. Oui, comme tu dis, il y a des exercices qui peuvent se faire assis, il y a des exercices qui peuvent se faire sur le Mm. lit, il y a des exercices qui sont à certains membres, des étirements. Je pense que Mhm. si tu appuies encore 2 fois, il y avait aussi Ah, il y en avait un juste d'autre. les Ah oui, poids. Et alors, et évidemment, les les étirements. étirements, ça, c'est vraiment très bon aussi Mhm. pour être sûr de mettre tout ça en mouvement, quoi. Ouais, ouais. Alors, évidemment, quel est l'impact des gènes? Je suis un peu, un peu biaisée sur les gènes, mais il faut aussi savoir que euh, votre, euh, votre corps va aussi et vos gènes vont définir le type et vont influencer le type d'exercice qui vous convient le mieux. Si on regarde les gènes, on pourrait avoir une préposition à plutôt préférer les exercices d'endurance que les exercices de puissance. Donc, il y a certaines personnes qui sont plus, leurs gènes vont être plus favorables et vont être plus positivement exprimés en faisant de l'endurance. Ou d'autres personnes, ce sera le contraire. Et on va voir un exemple après. Mhm. Vos gènes vont aussi avoir un impact sur votre temps de récupération, parce que le temps de récupération va être très important aussi. Et vos gènes vont avoir une influence sur vos risques et vos sensibilités aux blessures. Le fait certaines personnes vont avoir plus une propension à être blessées plus vite. Et donc, savoir ça est important aussi dans le type de mouvement et dans le type d'exercice qu'on peut choisir. Euh, En plus des gènes, ben, liés dans un sens aux gènes, pour les femmes, les variations hormonales durant les cycles de vie, donc euh, adolescents,
en âge de procréer et puis ménopause, post-ménopause, euh, ainsi que les cycles menstruels, vont avoir un impact sur la capacité physique à l'effort également. Donc, soyez patient avec vous-même. Si c'est la semaine de vos règles, ben, vous pouvez, par exemple, être plus fatigué en fonction des personnes et être moins positivement. L'exercice va être plus difficile pour vous pendant ce moment-là. Donc ça, c'est aussi une semaine où il va falloir le prendre plus doucement, plus doux quoi, pour votre corps. Donc, arriver à identifier ces différents cycles et ces différents moments où vous serez plus à même à faire de l'exercice et d'autres plus à même au repos du corps. Et également, ben, en lien avec tout ce qu'on a dit avant, ben, votre alimentation et le fait de bouger régulièrement va modifier en retour l'expression de vos gènes, donc cette épigénétique, et donc l'intensité de vos symptômes. Donc, j'ai toujours l'air de dire que tout est interconnecté dans le corps, d'office. Mhm. Alors ici, vous avez un exemple de deux types de profils génétiques qui montrent la prédisposition génétique à préférer l'endurance ou la puissance. Donc par exemple, celui du haut, pour tout vous dire, celui du haut, c'est mon mari. Lui, par exemple, il est moyen dans les deux. Donc, il peut faire de l'endurance ou il peut faire de la puissance. Ben, il va trouver le même type de bénéfice à faire l'un ou l'autre. Mhm. Euh, et donc, l'endurance, c'est des mouvements de faible intensité pendant une longue période. Tandis que la puissance, ça va être des mouvements intenses pendant un moment court. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Alors, par exemple, en bas, vous avez, ça c'est mon profil, ben, mes gènes sont complètement sur l'endurance et très peu sur la puissance. On voit que ben, si je fais trop de puissance, ben, ça va stresser mon corps et créer de l'inflammation. Alors C'est que super l'endurance intéressant. va être plus profitable pour mes gènes. Mm. Alors évidemment, vous devez voir ça dans son ensemble, ce ne sont que vos gènes. En sachant que, par exemple, l'endurance, ben, c'est courir. Je suis incapable de courir à cause de mon syndrome d'Andler dans l'os, qui ne me permet pas de faire de l'endurance, en fait. Donc, mes gènes préfèrent l'endurance, mes maladies auto-immunes et inflammatoires me limitent dans ma capacité à faire de l'endurance, même si c'est ce que mes gènes préfèrent. Donc ça, c'est aussi, il faut voir dans son ensemble, il faut voir vos symptômes, mais il faut voir vos pathologies. Euh, mais donc voilà, ça c'est ce qui est intéressant de se rendre compte. Ici, c'est les temps de récupération. On a trois exemples. Un temps de récupération qui va être très rapide, où vous avez à peine fini de faire vos exercices, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose, quoi. Et vous pouvez en faire plus régulièrement dans la semaine, par exemple, parce que votre temps de récupération est très faible. Par contre, certaines personnes vont avoir un temps de récupération moyen où vous devez tenir en compte, ben voilà, il faut par exemple un jour, il faut avoir un jour de repos entre les sessions d'exercice parce que votre corps a besoin de se récupérer, de recréer, de diminuer le stress lié à l'effort physique. Euh, et ça va vous permettre de faire votre planification de vos exercices beaucoup plus facilement. Mm. Et alors, on a un troisième exemple qui est ben voilà, un taux de récupération qui est énorme, où là, il faudrait plutôt 2 jours de récupération entre chaque vraiment exercice plus intense. Parce que si vous faites des exercices tous les jours en ayant un temps de récupération qui est très haut, ben là, vous allez stresser votre corps aussi. Euh, donc, c'est aussi une vision de bah, qu'est-ce que mon corps a besoin et mon niveau d'inflammation en fonction enfin, quel va être ce que va créer l'exercice. Donc,
le temps de récupération va permettre à diminuer cette inflammation et ce stress physique. Et après, ah ouais, voilà. Euh, En tenant compte de tout ça, ben, pour choisir le meilleur exercice, la meilleure fréquence, ben, faut juste savoir que vous ne devez pas être exténué pendant ou juste après vos exercices. Si vous êtes vraiment KO, ça veut dire que l'exercice est trop intense pour vous ou ne vous convient pas. Et donc, ça crée de l'inflammation. Vous allez sentir, oui, si ça fait longtemps que vous avez plus fait d'exercice, vos muscles le lendemain vont être un peu tendus, vous allez avoir un peu des douleurs et en étirant, vous allez sentir que votre muscle a travaillé. Ça, c'est normal, mais d'être genre comme ça et d'avoir mal quand vous faites de l'exercice et tout ça, ça veut dire que ce n'est pas le bon exercice pour vous ou c'est pas la bonne fréquence. Mhm. Et comme j'ai dit, bah, il n'est pas nécessaire d'en faire tous les jours. Le temps de récupération sont essentiels et comme on a vu avant, bah, ça peut aussi, le temps de récupération peut être différent d'une personne à l'autre, mais c'est pendant ces moments de récupération que le corps construit des muscles. C'est pas pendant que vous faites les exercices que le corps crée des muscles, c'est pendant le temps de récupération. Et c'est pendant ce temps de récupération qui régule les hormones et le système immunitaire. Donc, c'est pour ça que ce temps de récupération est essentiel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, vos pathologies peuvent influencer votre capacité physique. Donc, faites au mieux pour contourner les difficultés et en faire une force. Sachez soyez à l'écoute de votre corps. Écoutez votre corps, écoutez ce qui lui convient et dirigez-vous vers le type d'exercice et la fréquence d'exercice qui va vous correspondre. Mais n'hésitez pas à temps en temps à sortir de votre zone de confiance et essayer quelque chose de nouveau. À se dire, ah bah tiens, j'ai pas encore essayé ça. Ah, est-ce que ça me conviendrait? Pourquoi pas? Oh bah tiens, j'ai une copine qui fait ça et je vais réessayer. J'ai réessayé de faire de l'équitation après 15 ans, ne plus en faire. Ben, j'ai adoré. Par contre, après 1 heure, j'ai failli tomber dans les pommes. Et je me suis dit, oh bah mince, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais donc voilà, après, vous apprenez de ce que votre corps va vous dire. Et bah, la prochaine fois, vous allez je vais le faire autrement, je vais faire moins longtemps ou je vais m'échauffer un peu mieux avant. Donc voilà, ça, votre corps vous parle. Donc écoutez-le bien. Et puis surtout, faites-vous plaisir en bougeant. Si ça vous fait pas plaisir, bah, choisissez autre chose. Parce que sinon, ça va pas vous plaire et vous n'aurez pas envie de continuer. Donc, c'est toujours le... Et alors, j'ai une personne que j'aime recommander pour ce genre de choses. Je n'ai aucune affinité, j'ai aucune affiliation avec lui, mais je le suis sur Instagram depuis un petit temps et j'adore les exercices et les mouvements qu'il fait parce qu'il est très doux et respectueux. Et il y aura tous les niveaux. C'est souvent des niveaux débutants. Donc, genre, ça n'a jamais l'air impossible à faire. Ça dit, ah bah ouais, tiens, ça je sais faire. Et alors, il a des exercices que vous savez faire assis, des exercices que vous savez faire sur votre lit. Il montre un peu ben, les mouvements de tous les jours. Ah ben, porter une caisse, ça vous fait mal au dos. Alors, essayez ce type de mouvement-là, ça va débloquer un peu votre dos. Ou entrer dans une baignoire, la meilleure façon d'entrer dans la baignoire. Et alors, des exercices qui sont doux et respectueux. Et sa fiancée va parfois faire avec lui et va faire euh, lui va faire le côté débutant et elle va faire le côté un peu plus avancé. Et donc, vous aurez les deux niveaux et vous pourrez choisir votre vitesse de mouvement en fonction de où vous en êtes. Et puis, au début, vous allez plus le suivre lui, et à la fin, vous allez plus la suivre elle. Et donc, moi, je trouve assez génial pour les personnes qui recommencent et qui sont un peu rouillées ou qui ont des maladies auto-immunes qui sont limitées dans leur mouvement. Bon, par contre, c'est en anglais, mais bon, vous savez très bien voir ce qu'il fait et c'est sous-titré, donc c'est assez facile à suivre. Bon, bah super. Merci beaucoup pour cette belle présentation.
Ludie. Je t'avoue que toute la partie génétique, j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que c'est pas mal de pouvoir avoir un petit aperçu de ce à quoi on est adapté pour quel type d'exercice. Alors, à savoir que le type d'exercice qu'on peut faire est complètement dépendant de notre état de santé actuel, mais quand même, je trouve que c'est pas mal de savoir ça. Et puis, de toute façon, tout ce qui est exploration autour de la génétique pour les maladies auto-immunes, c'est super intéressant. Et même de comprendre ce que tu disais au tout départ, de comprendre les rapports avec certains gènes qui pourraient faire qu'on a une mauvaise synthétisation de la vitamine D ou une mauvaise méthylation et détoxification au sein des cellules. Tout ça, c'est important de savoir parce que ça peut nous diriger vers certains compléments alimentaires à prendre ou certaines plutôt que habitudes de d'autres. vie à faire plus souvent, peut-être s'exposer plus souvent au soleil par tranche de 15 minutes pour la vitamine D, par exemple. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que Oui, c'est pas et mal. savoir aussi pourquoi certains compléments alimentaires ne fonctionnent pas ou vous rendent Ouais, plus malade c'est vrai. que d'autres. Moi, j'étais plus souvent malade en ajoutant des compléments alimentaires Hmm, dû justement au fait que ma détoxification ne se fait pas bien. Et donc, les voilà. compléments vont pousser une détoxification et puis bah, la suite ne se fait pas bien. Donc, au final, ben, c'est pire que mieux. Donc, voilà. Ouais, ouais. D'avoir ça, ça aide à mieux choisir son protocole aussi. Mhm. Non, mais très intéressant. Merci beaucoup. Je voulais aussi, j'en profite parce que Ludie est là et c'est vrai que Ludie avec Sonia aussi qui a fait un webinaire il y a quelques mois, il y a 2 ou 3 mois. Ce sont les deux cofondatrices de J'adopte les IP, qui est un programme en ligne qui permet de suivre et d'adapter petit à petit toute la partie, surtout nutritionnelle, hein, Ludie, que vous faites. Oui, on a mis, bah, c'est principalement euh, guider les personnes vers la phase de l'élimination de l'AIP au niveau alimentaire. Mhm, Il y a des recettes, en tout et en français. Il y a des recettes, mais il y a aussi des modules qui seront spécifiques sur les modes de vie. Donc, tous les piliers dont tu as parlé, on a des modules sur chacun de ces piliers-là. mhm, Et on va avoir des fiches explicatives aussi. Et l'un- ce qui fait que notre programme est un peu différent de ce qu'on voit au niveau américain, c'est qu'on a préféré faire une progression tout en douceur de la phase d'élimination de l'AIP, euh, plutôt dans l'esprit de créer ces repas AIP au lieu de enlever des aliments. Donc, on a voulu vraiment mettre en avant le fait de créer quelque chose de positif plutôt que le fait d'enlever. Parce que souvent, les phases d'élimination qu'on voit basées sur l'élimination de Sarah Valentine, ça va être la semaine 1, vous enlevez toutes les céréales, la semaine 2, vous enlevez toutes les noix, la semaine 3. Et donc, c'est plus des enlever, mais le problème, c'est qu'alors on doit se réinventer chaque semaine. On dit, ah, si j'enlève les céréales, je vais plutôt manger des œufs. Ah ben non, je dois enlever les œufs. Ah, après, je dois faire quoi? Et mhm, puis, alors que on a voulu notre programme euh, dans une vision de création où chaque semaine, vous créez un nouveau repas. On commence par le repas du soir et alors vous créez le repas avec tout ce que vous pouvez manger. Vous imaginez votre repas avec les différents aliments qui sont permis. Et puis vous allez passer au déjeuner et puis au petit déjeuner, le goûter, le dessert. Et alors entre tout ça, on vous parle des boissons, on vous parle des autres, enfin, de tous les autres aspects qui sont liés à l'AIP et à la transition. Ça va permettre de créer votre protocole AIP. mhm. Donc, ça, c'était le but du programme. Et Ouais, mais donc, je suis évidemment, contente de voir un programme en comme ça, français. enfin en français. Voilà, Ouais. parce que c'est vrai qu'il est de plus en plus populaire, ce programme aux États-Unis, et parce que c'est vrai que la communauté du protocole auto-immune est quand même assez large hein, aux États-Unis. C'est là qu'elle est née. Mais ça fait du bien de pouvoir avoir ces ressources-là en français pour les personnes qui ne parlent pas anglais et qui n'ont pas accès.
Donc, merci d'avoir développé ça. Et le programme peut être utilisé, genre si vous avez un praticien spécifique avec lequel vous travaillez, vous pouvez très bien travailler avec votre praticien sur le protocole AIP avec le programme. Le programme va donner toute la théorie et la pratique et tous Mm. les détails. Et puis, ben, toutes vos questions personnelles ou qui sont plus spécifiques à votre cas particulier, ben, vous pourrez y travailler avec votre coach, que ce soit n'importe quel coach AIP, que ce soit Sonia ou moi. Mhm. Euh, voilà, donc c'est aussi ça l'avantage du programme, c'est qu'il peut être utilisé par tous les praticiens avec leurs clients également. Ok, super. Bon, bah merci. Je vais laisser les 5 dernières minutes pour des questions. Si jamais on a des questions à propos de tout, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas obligé d'être à propos du mouvement, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, dans la partie commentaires. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un mail dans la partie contact de Bien-être auto-immune. N'hésitez pas à nous envoyer des mails et à nous contacter via ce formulaire de contact. Et puis sinon, vous pouvez aussi joindre les coachs directement s'il y a un coach en particulier avec qui vous aimeriez travailler. Bien-être auto-immune n'est pas affilié hein, avec ces coachs, c'est simplement un annuaire. On est vraiment juste là bah, pour donner les informations qu'il faut. Mais après, à libre chaque coach de faire ce qu'il veut. Bon, pas de questions particulières. En même temps, c'est vrai on a couvert pas mal de choses hein, sur le mouvement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire du mois prochain. Je vais envoyer un mail. Donc, pensez bien à vous inscrire à la newsletter aussi de Bien-être auto-immune. J'envoie un mail la semaine prochaine avec la prochaine date du webinaire, la thématique, la personne qui pourra participer avec moi sur ce webinaire. Et, euh, et puis, vous pouvez aussi soumettre vos questions en avance pour chaque webinaire, sur chaque thématique. Vous pouvez toujours nous envoyer un message, même sur Instagram si vous le souhaitez et on répondra à vos questions aussi comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Bon, bah merci à toi, Ludie. Merci à tout le avec monde plaisir. d'avoir été présent et puis à la prochaine fois.